Imaginez, vous vous réveillez un matin, vous appuyez sur l'interrupteur et là, rien ne se passe. Votre maison est plongée dans le noir. Mais ce n'est pas seulement vous, c'est toute la ville entière. Les gares sont vides, le courrier ne va plus chez vous. Vous voulez faire le plein, il n'y a plus une seule goutte d'essence dans toutes les stations-service de la ville. Dans la rue, on murmure que les employés occupent leurs propres usines et bureaux. C'est comme si tout le pays était paralysé. Eh bien, c'est ce qui s'est vraiment passé en mai 1968. 10 000 étudiants sont dans les rues engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. Une telle mesure ne peut pas être prise dans un climat de désordre et de violence. Une fois ces points admis, pourrait s'engager une négociation. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Avant de parler de cette mobilisation, on va devoir remettre un peu de contexte historique. Donc on est en plein dans les 30 Glorieuses, cette période d'énorme croissance économique, en gros c'est le prime. Les gens du travail, les salaires augmentent, donc ils ont plus d'argent, et c'est aussi la période des grandes avancées sociales comme les congés payés ou encore les retraites. Le pays se construit massivement, notamment avec des HLM pour loger les gens en masse, et les nouvelles technologies de ce monde arrivent directement dans les logements des Français, comme par exemple, nous ça nous paraît logique, mais des lave-linges ou encore des lave-vaisselle. Le divertissement aussi va se prendre une claque, avec notamment le cinéma, puis la radio et enfin la télé. Mais on voit déjà apparaître dans cette période une face plus sombre de ces 30 Glorieuses. En effet, dans les usines, les conditions de travail sont plus que difficiles par rapport à nos jours. Pareil pour les étudiants qui sont face à de grandes difficultés. Donc en effet, les enfants du baby-boom d'après-guerre sont maintenant en âge d'étudier dans les différentes universités. Et donc ces universités qui n'étaient pas du tout faites à la base pour recevoir autant d'étudiants se retrouvent avec une masse d'étudiants à devoir gérer. Les universités sont donc complètement surpeuplées, les méthodes d'enseignement sont assez rigides pour l'époque, avec beaucoup de cours théoriques, et avec très peu de choix, donc en désaccord total avec les valeurs des jeunes de l'époque, qui ont envie de plus de liberté, plus d'égalité et évidemment plus de démocratie. Ils ne voulaient pas apporter seulement quelque chose en plus. Ils rejetaient complètement le modèle de société rigide et conservateur hérité de leurs parents. C'est donc dans ce contexte tendu entre la jeunesse et l'État que va s'organiser une assemblée générale à la Sorbonne, dans le quartier latin à Paris. Et donc le 3 mai 1968, 500 étudiants vont donc se réunir ici à la Sorbonne, car virés auparavant de leur fac à Nanterre face aux actions qu'ils avaient menées pour manifester leur colère. C'est alors que l'Académie décide d'appeler les CRS pour évacuer la Sorbonne. Ils vont donc procéder à quasiment 500 arrestations, et donc face à cette injustice, les étudiants du quartier latin vont se rebeller. En se baladant dans le quartier, on pouvait apercevoir plein de barricades construites par les étudiants pour se protéger contre les CRS. C'était un vrai champ de bataille. Mais l'un des événements les plus marquants de cette protestation restera la nuit des barricades. En effet, dans la nuit du 10 au 11 mai, qui va particulièrement marquer les esprits, les étudiants lancent des pavés, des cocktails Molotov contre les CRS, et ceux-ci répondent avec des charges brutales, matraques à la main. Des voitures vont être incendiées, la scène est une véritable bataille urbaine. Au total, ça sera pas moins de 300 blessés et plus de 500 arrestations. Ces images vont faire le tour du pays et vont massivement choquer. Les images de cette manifestation vont donc tourner à la fois dans les journaux, mais aussi à la télé, et ça va particulièrement choquer toute la population française. Face à cette violence policière, le peuple va décider de se rebeller, et bien au-delà des étudiants. Le lendemain de cette nuit d'horreur, les syndicats vont appeler à une grève générale et à de nombreuses manifestations. Et donc ce jour-là, c'est à la fois les étudiants, les ouvriers et les fonctionnaires qui vont se retrouver tous ensemble à manifester dans les rues de la France entière. C'est un vrai moment de solidarité intergénérationnelle. Mais le mouvement va prendre une toute autre ampleur quand Sud-Loire Aviation va décider d'occuper sa propre usine. Et devinez qui travaillait là-bas? Mon grand-père. Parfait.
Donc, Amino Daniel, je suis rentré à Sud Aviation Bougnay à 17 ans. Comment tu as découvert les premiers mouvements de la protestation? Par la presse, hein. Disons qu'il y avait pas trop la télé, ni les réseaux sociaux, ni les téléphones. Donc, c'est surtout au niveau des étudiants que nous avons appris, en fin de compte, ces manifestations. On avait vu surtout la Sorbonne, vous savez, les manifestations de rue. Quand est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez occuper l'usine? En fin de compte, à partir du mois d'octobre 67 jusqu'au mois de mai 68, il y a eu énormément, nous, ce qu'on appelait dans les entreprises des débrayages. Donc on arrêtait le travail 1 heure, 2 heures, on défilait dans les ateliers avec nos revendications. Et donc jusqu'à fin avril, c'était toujours des débrayages et en fin de compte, on a décidé, les syndicats ont décidé l'occupation de l'usine début mai, le 12 mai. C'était la première entreprise en fin de compte à se mettre en grève totalement et en fin de compte à occuper l'usine. L'idée est venue en force de faire des débrayages. Le monde ouvrier voulait surtout coller avec les étudiants. Donc mai 68, ça a été, au départ, ça a été les étudiants, les jeunes, et après, ça a été la classe ouvrière. C'était des revendications salariales, amélioration des salaires, des conditions de travail. Pour nous, on peut pas dire que ça se passait mal, mais on en voulait toujours un peu plus. Comment vous avez réussi à anticiper cette usine? Ça s'est fait bizarrement, en fin de compte. On finissait de faire une manif à l'intérieur de l'usine, et en fin de compte, les leaders syndicaux de l'époque se sont dit, il y en a un peu marre de défiler dans les ateliers et de revendiquer, on va monter à la direction. Donc nous sommes montés avec les leaders syndicaux au bureau du directeur. Et en fin de compte, tous les cadres étaient réunis dans le bureau du directeur, et la décision, en fin de compte, d'occuper l'usine a été prise à ce moment-là. Donc il y a eu occupation de l'usine avec, ça veut dire que toutes les sorties étaient bouclées, plus personne ne pouvait sortir de l'usine. Le directeur a été séquestré, si on peut appeler ça séquestré, retenu dans son bureau pendant environ une dizaine de jours. Et il y avait une organisation, donc il y avait un groupe qui s'était créé, qui avait pris en charge toute l'alimentation. Donc on avait une cantine. Donc cette cantine était surtout approvisionnée par des producteurs locaux qui soutenaient la grève, en fin de compte. Tous les gens qui étaient à l'intérieur de l'entreprise étaient nourris gratuitement. Donc c'était toute une organisation, il y avait des cuisiniers, il y avait des serveurs, il y avait des approvisionneurs, il y avait des... voilà, on mangeait le midi puis le soir, gratuitement. Alors à l'usine, je sais pas, on devait être environ 2500, 3000 personnes. Il y avait comme on appelait à l'époque, des piquets de grève. Alors les piquets de grève, c'était un groupe de grévistes, en fait, qui étaient positionnés à différents endroits de l'entreprise. Donc il y avait des groupes qui étaient positionnés sur la route de Bougnay qui va à l'aéroport. Moi-même, j'ai couché pendant 1 mois sur le bitume. La journée, c'était surtout une journée de manifestation. On allait souvent manifester à Nantes. On revenait le soir et puis voilà, l'organisation, on jouait à la belote, on jouait aux boules, on jouait au palais. Et en fin de compte, on avait beaucoup, à l'époque, il y avait beaucoup d'ouvriers qui venaient travailler à Sud Aviation, mais qui avaient soit de la vigne, soit des fermes, même des pêcheurs. Donc ils allaient la nuit faire la pêche et le lendemain, on faisait griller les anguilles sur le bord de la route. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de carburant, plus de cigarettes, plus rien du tout. C'était le chaos total, il n'y avait plus rien. Donc on se débrouillait par différentes façons, on se débrouillait pour se réapprovisionner, voilà. Ma famille, elle a réagi... Je sais pas comment elle a réagi. Moi, je suis resté pendant 1 mois à l'usine. Je suis pas rentré du tout chez moi. Mes parents, ils venaient de temps en temps me voir, c'est tout. À l'époque, on était un peu révolutionnaires. On voulait faire avancer les choses. Les chansons marquantes dans toutes les manifestations, c'était l'Internationale. C'est la chanson de référence. On l'a chantée des fois et des fois et des fois au cours des manifestations. Tu peux nous donner un petit air de cette chanson? Non, parce que je sais pas trop chanter. L'International sera... voilà. Les slogans, c'était des slogans qu'on retrouve dans toutes les manifs d'aujourd'hui. Voilà, augmentation du pouvoir d'achat, des conditions de travail, la retraite. Aujourd'hui, c'est à peu près les mêmes revendications qu'on retrouve.
La fin de la grève, en fin de compte, a été décidée après une assemblée générale. Il y avait quelques personnes qui avaient réussi à quitter l'usine parce que donc ils voulaient pas rester. On appelait ça des non-grévistes. À l'époque, on appelait ça des jaunes. Alors des jaunes, pourquoi des jaunes? Je sais pas pourquoi. Après ça, là, c'est Renault qui a suivi, et puis après, toute la France, pratiquement toute la France a été arrêtée. Mais en fin de compte, c'est Sud Aviation, c'est la première entreprise qui a commencé à faire la grève générale avec occupation de l'usine. Est-ce que tu te souviens d'un moment qui t'a particulièrement marqué durant cette occupation? C'était l'ambiance, les camarades. Moi, j'étais tout jeune dans l'entreprise, hein. Je ne connaissais pas ce monde du travail comme ça. On faisait souvent des manifestations, c'était toute une ambiance. Voilà, comment décrire ce phénomène? Voilà, c'était convivial, c'était sympa. Voilà, moi je veux dire une bonne époque. Toi, à l'époque, tu avais 17 ans, ça t'avait pas fait peur? Enfin, tu venais de Soudan. Pas du tout, hein. Moi, ça m'a jamais fait peur, hein. J'ai commencé à travailler à côté de syndicalistes. Et donc, j'ai été, dès 17 ans, j'étais un peu pris en main, en fin de compte. J'étais aussi militant. Et puis, quand on est jeune, on veut révolutionner, hein. Ça fait partie de la vie, hein. Surtout, avant 68, il y avait quand même beaucoup d'interdits. Comme dans toute grève, hein, il faut savoir commencer, il faut savoir s'arrêter. Quand on a un cahier de revendications, on sait qu'à la fin, de toute façon, on n'aura pas toutes les revendications demandées. Après, il faut trouver un compromis. Déjà, un mois de grève, pour certaines personnes, ça a été relativement dur. Donc après, il a fallu négocier, en fin de compte, le paiement de ces jours de grève. Donc ça faisait partie un peu des revendications de reprise du travail, hein. On voulait bien reprendre le travail, mais à condition que la direction fasse un effort. Pas la totalité des jours de grève, mais une partie quand même. Ça a été décidé en assemblée générale, je me souviens plus, peut-être un vendredi, le lundi, tout le monde a repris à travailler. Et en fin de compte, le mois de salaire que nous avons perdu, donc on en a rattrapé une partie, et le reste a été étalé sur plusieurs mois en fin de compte. C'est surtout, je voulais rajouter une chose. En fin de compte, d'un côté, il y avait les grévistes, de l'autre côté, il y avait les non-grévistes. Alors pendant un certain temps, l'ambiance n'a pas été des plus chaleureuses. Parce qu'en fin de compte, les non-grévistes, ils ont obtenu les mêmes avantages que les grévistes. Donc il y a toujours un peu de jalousie. Et puis, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a eu beaucoup d'acquis qui ont été obtenus, parce que il y avait des syndicats qui étaient puissants. Et donc aujourd'hui, c'est complètement différent, hein. Aujourd'hui, moi, je souhaite que les jeunes, en fin de compte, se battent, si on veut, pour conserver au moins les acquis que nous avons obtenus. Parce que nous avons obtenu des acquis, mais nous sommes battus aussi pour les avoir. Nos parents se sont battus, et nous aussi, notre génération s'est battue pour avoir des acquis. Donc les jeunes, maintenant, ils ont leur avenir en main, hein. C'est des souvenirs, on a passé des très bons moments. Après, ça n'a pas toujours été évident. Ça reste quand même 68, ça a marqué en fin de compte l'évolution de la société à tous les niveaux. Heureusement qu'il y a eu 68, parce que même on voit au niveau des étudiants, au niveau des lycées, ça a été une révolution de société. Pas que de revendications salariales, ça a été des revendications de société. Donc là, qu'on se rende bien compte, on est en plein cœur de la mobilisation. Il n'y a plus de train, pas de bus, les stations-service sont complètement à sec, les écoles, les administrations, les bureaux sont complètement fermés, et les usines deviennent donc des lieux occupés, décorés de banderoles, où les ouvriers organisent des assemblées générales, comme vous l'avez vu juste avant avec mon papy. Et c'est donc face à toute cette pression sociale que le gouvernement va être obligé de mettre en place des accords. C'est donc le 27 mai 1968 que les accords de Grenelle vont être signés, entre autres comme une augmentation du SMIC, qui est l'ancien nom du SMIC d'aujourd'hui, à hauteur de 35%, également une augmentation moyenne des salaires de 10% et une reconnaissance des droits syndicaux. Mais malgré les nombreuses concessions du gouvernement, de nombreux ouvriers refusent ces accords. Preuve que ce n'était pas seulement une question de salaire, mais surtout de dignité et de conditions de travail. C'est alors que le 30 mai 1968, le général de Gaulle va prononcer dans un discours la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce qui entraînera de nouvelles élections législatives en juin dans un climat beaucoup plus détendu. Résultat, la majorité gaulliste va remporter la majorité des voix et cela mettra un terme au mouvement. Au final, cette grève de 1868, c'est surtout un symbole, celui d'un pouvoir populaire capable de faire trembler un pays entier, d'une jeunesse qui ose défier et d'une société qui commence à changer durablement. Et encore aujourd'hui, les révoltes, les mouvements sociaux et les débats sur l'égalité et la démocratie portent encore les traces de cette période unique dans notre histoire.